Puis lui, il dit, on n'en repêche pas de lanceurs de balle courte parce que les arbitres les manquent. C'est comme si c'était un vieux lancer, puis que là, les joueurs modernes, on essaie d'autres choses. T'sais, on a la sweeper, qui est un dérivé de la glissante, puis on en voit moins des gars qui utilisent vraiment la 12-6, la midi 6, la courbe là, qui part du haut puis qui tombe. Là. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado compte complet est présenté par Don Match, à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles, fier partenaire de votre passion. Et par les capitales de Québec. C'est plus qu'accessible, c'est plus que du baseball. Voici vos animateurs, Alain Huseau et Mark Griffin. Bienvenue à Compte complet, heureux de vous revoir après cette petite pause du match des étoiles. Alain Huseau en compagnie de Mark Griffin. Au sommaire, aujourd'hui, on va revenir justement sur ce match annuel des meilleurs joueurs du baseball. Est-ce vraiment les meilleurs? Ben, ça aussi, on va en parler. On va parler de la façon dont ça s'est terminé. On va parler des Jays, oui, qui ont repris là où ils avaient laissé avant la pause du match des étoiles. Grosse série qui s'en vient. On va parler un petit peu aussi de ce qui se passe dans l'Est de l'américaine et de l'équipe de l'heure de la Ligue nationale, les Brewers de Milwaukee. La carte de la semaine, évidemment, comme à l'habitude, ce sera un ancien des Blue Jays de Toronto, Ernie Whitt. Notre portrait, Jacob Mezrowski, puisqu'on parlait des Brewers. On va parler d'une jeune sensation des Brewers. On va parler aussi de certains dossiers sur lesquels il y a eu des discussions au cours de la dernière semaine et des textes qui ont été écrits, notamment le fait que la balle courbe est de moins en moins populaire. Ça, on va y revenir en apportant quelques nuances sur ce qui a été rapporté et écrit. Et on va parler aussi des discussions, semble-t-il, qui ont été entreprises pour que les meilleurs soient aux Jeux olympiques de 2028. Il y aura du baseball en 2028. Qui y sera? Ben, on va avoir une petite discussion là-dessus. On a le gars parfait, justement, pour en parler, puisque Marc était aux Olympiques en 1988. Marc, tout de suite, le match des étoiles. Ça s'est fini au moins pas par un match nul, même si c'était l'égalité après 9 manches. Très mauvais souvenir, n'est-ce pas? Ça sentait l'improvisation, mais on avait le commissaire qu'on méritait à cette époque-là. Bon, toujours est-il que ça s'est fini par un concours de coups de circuit et Marc, je pense que tu es d'accord. Les amateurs ont aimé la façon dont ça s'est fait. Oui, absolument. Écoute, le match des étoiles, souvent, ça sert, pas à faire des tests, mais certainement à aller voir l'intérêt là, des gens. Vous savez qu'on avait d'ailleurs la zone de prise, les fameux, on a vu des frappeurs le demander, des lanceurs le demander, juste pour s'assurer, le commissaire, d'après moi, voulait s'assurer que ça va être populaire lorsque ça va être intégré l'année prochaine, mais tout ça pour dire que c'était prévu d'avance. Il fallait faire une liste d'avance des joueurs qui allaient participer. C'était organisé. Et évidemment, le scénario parfait, parce que, évidemment, lorsqu'on a créé l'égalité en fin de match, ben, ça a donné droit, évidemment, à ce mini-concours de coups de circuit. Puis, écoute, à écouter ce que les commentaires des gens, à voir la réaction des gens sur le coup, ça a été un grand succès, moi. Oui. Et Marc, écoute, pour un match des étoiles, j'ai aucun problème. En saison régulière, on a trouvé un moyen pour raccourcir des matchs de 18 manches. Ça se pourrait qu'il y en ait, mais ça prendra un concours de circonstances assez spécial. On va s'entendre là-dessus. Est-ce que tu vois ça en saison régulière? Écoute, Alain, rappelle-toi lorsqu'on a intégré le coureur au deuxième. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui débattaient du fait que, bon, en 10e, est-ce qu'on peut laisser ça, là, avec pas tant coureur au deuxième? Et que si on se rend en 12e, là, on met un coureur, puis bon, tu sais, d'y aller par étapes. Évidemment, le baseball avait dit non à l'époque, on met tout de suite le coureur au deuxième. Ça a fait l'affaire de bien du monde parce que, vous savez, des matchs de 12 puis 13 manches, ça arrive pas assez souvent, mais lorsque ça arrive, ben, il y a des problèmes au niveau de la télévision. Il y a même des villes qui ça crée des problèmes au niveau de transport après des matchs parce que tu arrives, bon. Alors, on a voulu régler ça rapidement avec le coureur au deuxième. Le concours de circuit est spectaculaire, Alain. La seule chose, moi, que j'aime un petit peu
moins dans ça, c'est que là, c'est un aspect du baseball qui va tout régler. Alors qu'on sait que le baseball, ben, faut que tu cours, tu frappes, tu lances, tu joues en défense. Fait que c'est pour ça que le coureur au deuxième, je l'aille pas. En saison régulière, évidemment. Parce que, bon, ben, il y a de la stratégie. Est-ce que je fais avancer mon coureur? Est-ce que je me donne 3 chances? Qui sont les frappeurs? Quel lanceur que j'amène? On reste dans le jeu. Le concours de circuit, ça reste, ben, ouais, en fait, on dit un concours de circuit, ça sera pas un concours, là, ça serait pour déterminer le gagnant, mais là, ben, c'est ça. C'est pas toutes les équipes qui ont 3 gars, là, que tu peux dire, OK, moi, je mets ces 3 gars-là, puis, tu sais, c'est un aspect. Donc, j'aime la formule actuelle. Là, maintenant, je ne l'haïs pas. Mais je pense pas que j'irai vers cette façon de faire. Concours, match des étoiles, tu l'as dit, c'était parfaitement. Puis d'ailleurs, tu as parlé du souvenir de l'époque. Je me souviens très bien du match nul. Puis que là, tous les gérants avaient utilisé tous les joueurs possibles. Parce que tout le monde, tu sais, tu gères pour que ce soit un 9 manches. Le visage de Bud Selig à l'époque. Donc, parfait pour le match des étoiles, mais non, pas pour la saison régulière. Oui, j'ai tendance à être d'accord avec toi, Marc. À la rigueur, si tu veux faire un spectacle, et peut-être pour le match des étoiles, on pourrait faire la même chose. Tu pourrais faire différents concours et ceux qui gagnent le plus de concours, tu pourrais y aller, bon, par exemple, concours de circuit, j'ai aucun problème avec ça, un concours d'amorti et pourquoi pas une course à relais. Course à relais sur les sentiers. Ou tout simplement prendre 3 gars qui courent les sentiers puis tu combines les... ça, j'haïrais pas ça, Marc. Tu combines là, puissance et vitesse. Oh, monsieur, là, t'aurais quelque chose d'un peu spécial avec les deux. Écoute, Alain, moi, j'ai toujours pensé que, bon, effectivement, tu pourrais même prendre des bras de voltigeurs puis tu y vas avec un relais, bon, que ce soit au troisième ou au mare, peu importe. Mais, tu sais, l'association des joueurs m'accroche jamais là-dedans. Le risque de blessure, le risque de ci, le risque de ça, mais ça serait, ça valoriserait, ça mettrait en valeur, en fait, le talent que tu dois avoir pour jouer au baseball. Tu sais, la puissance du bras, par exemple. Ça pourrait être puissance et précision dans le même, le relais le plus loin possible, mais également le plus précis possible. Le concours d'amorti, malheureusement, c'est un aspect qui est inexistant, mais ils le font en Asie. Au Japon, ils font le concours d'amorti, ce qui est intéressant, mais tu sais, j'irais même, est-ce qu'on fait un concours avec les receveurs pour qu'on appelle le pop-up time, là, les lancer au deuxième, bon, tout ça. Moi, je trouve que ça mettrait en valeur tout l'aspect baseball, mais malheureusement, là, pour des raisons de sécurité là, en termes de blessures, ça n'arriverait pas. Mais ça serait fantastique si on pouvait faire ça. Ben, juste combiner vitesse et puissance, moi, je pense déjà tu aurais tout un spectacle. Peut-être que la Ligue américaine aurait choisi Chandler Simpson, juste au cas que ce soit égal. Qui sait? Peut-être. Mais ça aurait été amusant quand même de le voir. Deuxième aspect entourant le match des étoiles, Marc, ce sont les joueurs qui sont choisis et ceux qui ne le sont pas et ceux qui choisissent de ne pas y aller. Je veux juste préciser une chose sur ce dernier point, Marc. Moi, d'aussi loin que je me rappelle, là, les joueurs qui se désistent, il y en a eu. C'est pas compliqué, là. À la fin des années 70, même qu'on disait que c'était une plaie, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, écoute, 50 ans plus tard, là, ça n'a pas changé. Et j'ai l'impression que dans 30 ans, ça va être la même chose. Donc, tu sais, il y en a qui préfèrent avoir ce repos. On a une journée de plus de repos qu'à l'époque, Marc, parce qu'on commençait le jeudi. Ça fait pas longtemps qu'on a ce congé-là le jeudi là, qui suit la pause du match des étoiles. Donc, moi, cet effet-là, bon, c'est pas un débat qui est nouveau. Les joueurs qui se désistent ou non, des joueurs pas disponibles, ben ça on peut comprendre. Le partant qui a lancé le dimanche, c'est sûr qu'il pourra pas lancer le mardi. Donc, c'est pas facile à gérer, Marc, cette réalité, surtout pour les lanceurs. Non, mais moi, je vais te dire une chose, Alain. Lorsque tu joues, tu es dans ta carrière, tu sais, tout est beau, je suis fatigué, j'irai pas, ou peu importe. Les carrières sont tellement courtes, Alain. Puis tu vas te retrouver à 35, 40 ans, tu dis, dans le fond, j'aurais... Moi, là, je suis convaincu, puis là, j'ai pas de données là-dessus, mais je suis convaincu que 90% des gars qui décidaient de pas y aller l'ont regretté. Parce que c'est sûr que tu vis ta saison, tu es fatigué, tu veux pas y aller, bon, je veux pas y aller. Mais ta carrière est tellement courte, tu sais, 10, 12 ans, Alain, c'est vite passé, là. Ça peut être 15 ans, là, mais tire-là plus que ça. C'est vite passé. Tu
te retrouves à 35, 40 ans, tu as toute la vie devant toi, tu aurais dit, ouais, j'aurais peut-être dû y aller. Tu sais, tu vis dans le moment présent, là, c'est correct, tu es fatigué, mais plus tard, tu te dis, tu sais, c'est des affaires que tu veux pas rater. En tout cas, selon moi. Puis je suis convaincu que les gars, la plupart le regrettent quand après leur carrière en disant, ouais, finalement, ça a passé vite cette affaire-là, puis j'aurais peut-être dû y participer. Ça, c'est mon opinion, mais tu sais, oui, ça peut arriver par un état de santé, par ci, par ça, là, mais de choisir, par exemple, de ne pas y aller parce qu'on te l'a demandé, mais que finalement, ça, vous savez, là, moi, je me suis fait une nouvelle blonde, et on a prévu nos vacances 3 jours assez. En tout cas, je pense que ça arrive un petit peu moins, mais surtout que, tu sais, c'est un honneur, là. C'est un honneur. Puis je pense qu'on n'a pas. Bon, je dis que les matchs des étoiles, c'est pas pareil pour tous les sports. Mais s'il y en a un qui est quand même solide puis qui permet de voir les vrais joueurs jouer leur vrai match, c'est bien le baseball. Et le fameux congé de plus, la journée de plus, Alain, tu voyages le mercredi, tu es vraiment en congé le jeudi. Ça a été un aspect demandé par les joueurs, c'est bien reçu par tout le monde, puis c'est correct de faire ça ainsi. Puis ça permet à des joueurs peut-être justement indécis de dire, ben finalement, je vais quand même avoir un petit congé là avec tout ça. Donc, tu sais, ça reste que, c'est ça. Moi, je pense que les carrières sont tellement courtes, même si parfois, tu sais, s'ils paraissent longues, participe à ça, redonne aux partisans. Puis, tu sais, il faut aussi réaliser comme joueur que je fais le salaire que je fais, mais c'est parce que les stades sont pleins. Là. Puis les stades sont pleins, c'est parce que c'est les partisans qui payent pour aller voir ça. Là. Oui, ben écoute, l'autre aspect, Marc, l'aspect financier, et dans un cas, je pense que c'est les Rangers du Texas avec Nate Eovaldi, on lui a donné son bonnet relié au match des étoiles. Marc, avec la fiche qu'il avait, je pense qu'il méritait sa place. Regarde, il y a un aspect financier qui est relié au contrat de plusieurs joueurs. Donc, puis tu as raison, Marc, tu sais, quand tu dis que les joueurs vont le regretter, ils le regrettent peut-être pas aujourd'hui, mais dans 3-4 ans. C'est ça, c'est ça. Je regarde avec le recul, ben finalement, j'aurais pu prendre une photo avec un tel, j'étais là avec lui et tu sais, puis dans certains cas, c'est peut-être la seule occasion qu'ils auront d'aller au match des étoiles. Là. Je parle pas d'un Juan Soto là, ou d'Aaron Judge, mais dans certains autres cas... Ouais, mais tu penses pas que Juan Soto était pas frustré de pas être au match des étoiles? Dans le cas de Soto particulièrement, remarque avec la première moitié de saison un peu rocambolesque qu'il a eu, mauvais début, non, mais je veux dire, Alain, tu sais, comme Juan Soto, là, selon lui, il est l'image du baseball. Il veut être là, c'est sûr qu'il veut être là. Voyons donc, là, le fait qu'il était pas là, c'est... Puis à la fin de ta carrière, là, tu vas dire, tu as joué 12 ans, puis tu as été 10 ans au match des étoiles, là, ben... Pourquoi pas 12? Tu comprends? Alors, non, mais je veux dire, fait que... Ouais. Effectivement, sur le coup, tu dis, bon, mais plus tard, on le regrette ou on trouve ça plate de ne pas avoir été choisi parfois, là, puis bon, alors c'est ça. Alors, je pense que ça a quand même évolué, Alain, le fait que le match des étoiles a quand même pris, je parle vraiment du baseball seulement, là, mais que le match des étoiles est ce qu'il est, la popularité qu'il a maintenant, puis tu veux, tu sais, c'est plus ce match des étoiles de l'époque où ça passait un petit peu là, sous le radar. Oui, et Dieu merci, Marc, l'équipe qui gagne ne donne pas l'avantage du terrain en série mondiale. Quelle farce que c'était. Tout ça pour réparer une erreur. Puis, je ne le nommerai pas, mais tu as nommé responsable là, de ce règlement et de je n'ai pas peur de le nommer, moi. Bon, ben c'est ça. Toujours est-il, là, c'est un bon spectacle. C'est ce qui ressemble le plus à un match de saison régulière. On a les meilleurs, puis on a pu avoir l'occasion aussi de voir, certains bons jeunes joueurs également, certains, sous la controverse, je pense à Mazeranski, dont on parlera un petit peu plus tard, qui était là après 5 matchs, mais fallait avoir quand même un minimum de bras disponibles, Marc. Il faut le dire, écoute, ce gars-là a fait des débuts quand même très spectaculaires. Pourquoi pas en faire la promotion? Moi, j'avais rien contre le fait qu'il soit là. Non, ben écoute, ce sont comme des équipes comme les Phillies, en disant il y a d'autres gars qui, peut comprendre. C'est que tu ne feras jamais l'unanimité là, dans la sélection des joueurs. C'est clair que ce soit choisi par le public même, puis que ce soit choisi par d'autres, on n'est jamais parfait là-dedans, mais à la fin de la journée, c'est ça.
C'est le temps de la question de la semaine, présentée par Silmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.silmar.ca. Et on en a discuté tantôt. Le concours de coups de circuit, ça vous a plu? Et en saison régulière, on est rendu en 10e manche. Préféreriez-vous un concours de circuit plutôt que de coureur au deuxième? On se rappelle la réaction de ce fameux coureur au deuxième. On disait que ça dénaturait le baseball dans certains cas. Aujourd'hui, on en fait moins de cas, mais vous, est-ce que ça vous plairait un concours de circuit plutôt que cette façon de faire depuis quelques années? On vous invite à vous prononcer. Vous pouvez aller sur notre page comptecomplet.com ou encore sur notre page Facebook. La question y apparaît. facebook.com/compte complet balado. Amateur de baseball, viens vivre l'expérience des capitales au Stade Canac. Du baseball professionnel, une ambiance électrique, le tout dans un stade de baseball mythique au cœur de Québec. Billets sur capitaledequebec.com. Alain, je prends un petit moment pour souligner nos partenaires avec notre merveilleux balado compte complet. Évidemment, plan de match, cette boutique, en fait, on est rendu 2 boutiques à Boucherville et dans la belle région de Saguenay, c'est à Jonquière. À Boucherville, il y a également Cage de frappeur, cours privé, tout ce que vous voulez pour le baseball. Il y a même pour les partisans, hein, vous voulez faire un petit peu de bruit dans les estrades et tout ça, il y a tout ce qui est nécessaire donc pour le baseball. Allez visiter leur boutique en ligne également. Et je souligne les capitales de Québec aussi qui sont partenaires de notre balado. Ça va toujours très bien pour les capitales de Québec. Et si vous n'êtes pas encore allé à voir un match des capitales et visiter leur fameuse terrasse avant les matchs, vous manquez quelque chose. Alors, allez-y cet été. C'est là que ça se passe, le baseball. C'est une excellente façon de passer une agréable soirée. On peut vous dire ça de cette façon. Marc, les Jays, 3 victoires en 3 matchs contre une équipe qui avait besoin de victoires, les Giants de San Francisco, qui, eux, commencent à glisser. Il y a un paquet de choses dont on pourrait parler. Dimanche, au moins, j'ai aimé la façon dont Guerrero s'était lancé, qui a fait contact. On a besoin de lui, Marc. Écoute, je le répète, on l'a mentionné au dernier balado. Tu peux pas compter sur une équipe qui va frapper pour 350 jusqu'à la fin de l'année avec des coureurs en position de marquer. Mais il y a 2 noms que je veux... on n'a pas parlé beaucoup des joueurs de position qui sont illustrés, mais il y a 2 héros obscurs, Marc. Eric Lauer, ce qu'il a fait avec cette équipe-là, avec la déconfiture de Baldwin Francis, là, écoute, d'évaluer sa contribution, là, écoute, moi, c'est chapeau. Puis Yariel Rodriguez, avec les blessures qu'on a eues en relève, Swanson ne fait plus partie de l'organisation, Garcia a été blessé. Il y a des jeunes qui ont pris un peu la relève, mais Rodriguez, ce qu'il a fait en appui à Hoffman, ces 2 gars-là méritent, Marc, qu'on lève notre chapeau à leur endroit en ce qui concerne les derniers succès des Blue Jays de Toronto. Oui, ben écoute, tu fais bien de le mentionner, Alain, c'est vraiment une histoire d'équipe. Et Lauer, bon, écoute, je pense que là, on réalise à quel point ce gars-là, dans chacun pratiquement ses départs, a aidé son équipe à rester dans le match, à gagner des matchs. Je veux dire, son importance est capitale présentement dans les succès d'équipe. Et je suis d'accord avec toi aussi dans le cas de Rodriguez. Il y a, tu sais, les noms, il y a beaucoup de noms, là, de nouveaux noms en relève chez les Blue Jays. Ouais. Ça ne fait pas exception, là. Tu regardes toutes les équipes, Alain, il y a une rotation de releveurs, c'est incroyable. Mais chapeau, les gars arrivent quand même préparés. Ce sont des gars qui font un travail très, très honnête. Mais je veux reparler de Vlad rapidement. Tu as fait ouvert la porte à Vlad Guerrero. Évidemment, c'est toujours le sujet avec le contrat qu'il a signé. J'ai trouvé effectivement... Tu sais, on parlait du match des étoiles tantôt. Mm-hmm. Mais lorsque tu vas au match des étoiles, Alain, là, tu parles aux autres gars. Tu sais, puis t'es chum avec un autre, puis tu sais, t'es content de le voir. Puis, qu'est-ce que tu penses que ça parle parfois, que ce soit dans le vestiaire, sur le terrain, durant l'exercice au bâton? Ça parle d'élan. Comment ça va? Hey, j'ai remarqué que... penses-tu... Et là, Guerrero arrive, puis du match des étoiles, tiens, il a frappé un premier circuit depuis longtemps, a frappé un gros coup sûr avec une glissante au coin extérieur où il a frappé la balle d'aplomb. Je ne dis pas que tout s'est réglé et que Vlad est parti, mais déjà, j'ai l'impression qu'il y a une petite confiance additionnelle qui s'est ajoutée. Les résultats sont venus évidemment dans la série face aux Giants. Fait que
juste pour dire que parfois, juste aller jaser avec d'autres, ça peut, il peut avoir un petit déclic là au niveau de ton élan. J'ajouterais d'ailleurs à ça que, tu sais, le fameux contrat de Vlad, là. Moi, j'ai l'impression, Alain, que un des avantages d'avoir signé ce contrat-là, c'est d'avoir stabilisé tout le reste. C'est-à-dire, si Vlad n'avait pas signé, et là, les Blue Jays vont très bien, mais on parlerait de quoi en ce moment quand, malgré le fait que les Jays vont bien, on parlerait, ouais, mais là, ils vont-tu le signer, Vlad? Ils vont-tu le signer? Puis là, distraction non nécessaire, évidemment. Alors que là, tu le signes, on règle ce dossier-là, puis là, let's go, on s'en va. Puis là, les jeunes qui embarquent, les Barger qui se développent, les Lauer qui arrivent de nulle part. Puis là, ben, tout ce qu'on entend dans l'entourage de l'équipe, c'est à quel point on est unis. Puis Beau Bichette qui parle comme il n'a jamais été dans une équipe qui tire la couverte du même bord en même temps. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de controverse, et que ton joueur vedette est signé, il est stable, très, très bon joueur d'équipe, tout le monde en parle de à quel point il plaît. Fait que tout ça, comme stabiliser un peu ce dossier-là, et tu as l'impression, je dis pas que c'est la raison pour laquelle les Blue Jays mènent la division, mais ça n'a certainement pas nuit. Puis là, tu as vu un Springer qui a pris les choses en main aussi par la suite. Alors, ce qui est le fun avec cette équipe-là présentement, c'est qu'effectivement, on pourrait parler d'à peu près la contribution d'à peu près tous les joueurs, incluant les Lauer, incluant les releveurs dont tu as fait mention avec Rodriguez et compagnie. Fait que c'est ça une équipe. Même si c'est un sport d'équipe très individuel, ben là, tu as une contribution. Puis c'est vrai qu'on ne pourra pas toujours frapper comme ça avec des courants en position de marquer. D'ailleurs, dans la dernière série, dans les matchs les séries où on en a plus arraché, c'est qu'on frappait pas du tout avec des courants en position de marquer, alors que les lanceurs avaient continué à faire un travail très, très honnête. Alors, on a le vent dans les voiles. Lorsqu'une équipe a le vent dans les voiles, on trouve le moyen de gagner, ou la balle trouve un petit trou quelque part qu'habituellement, ben, elle trouve pas. Puis, alors, continue le plus longtemps possible à vaguer sur ça pour que tu puisses, conserver ton avance au premier rang ou certainement lutter jusqu'à la fin pour cette première place. Oui, en début de semaine, Marc, on affronte les Yankees 3 fois à domicile. La dernière fois que les Yankees sont venus à Toronto, ça s'est très mal passé pour les Yankees. Marc, on dit que Max Fried avait une ampoule. Je suis pas sûr de ça. Je pense qu'on voulait le garder pour la série contre les Blue Jays de Toronto. Tu me demandes mon avis. D'ailleurs, on commence avec Rodon et Fried dans les 2 premiers matchs. C'est pas un hasard, là. Non, c'est vraiment pas un hasard. Parce que là, l'ampoule, j'aimerais bien ça la voir, là, mais non, on veut. On arrive d'ailleurs d'une série face aux Braves. On aurait pu perdre cette série-là, mais on a trouvé le moyen de la gagner du côté des Yankees. Ouais. C'est pas parfait encore, mais ça donne lieu à une très, très bonne série, effectivement. Oui, Marc, quelques inquiétudes. Marc Schlittler, on sait qu'il a épaté à son premier départ. Il a fallu qu'il subisse des examens à une épaule, Marc. Faudrait pas qu'il tombe. Je sais qu'on parle que Garrett Cole, sa réhabilitation va plus rapidement que prévu, mais on ne le reverra pas cette année. Là. Ce serait miraculeux de le revoir. Là. Oh non, on ne le verra pas cette année. On ne le verra pas cette année, mais faut tenir le coup du côté des Yankees à ce niveau-là, certes, mais l'attaque a quand même produit des choses intéressantes dans la série face aux Braves. Alors, ça va être un beau défi pour les lanceurs des Jays, certes. Oui, et du côté des Red Sox de Boston, Marc, on le savait, on a fait les Red Sox avant la pause du match des étoiles. Ils avaient un calendrier qui les favorisait avant la pause, mais on savait que les 3 séries qui s'en venaient après, que le défi était pour être quand même assez grand parce qu'on affronte coup sur coup les 3 meneurs des 3 sections de la Ligue nationale. Donc, on a commencé avec les Cubs, on a perdu 2 matchs sur 3. Là, on s'en va contre les Phillies et après ça, ce sera contre les Dodgers de Los Angeles. Les Dodgers vont pas bien, là, mais c'est quand même une grosse semaine qui attend les Red Sox. Un bon test, effectivement. Après la pause du match des étoiles, on a vu que les Cubs étaient très coriaces. Ça a pris un Garrett Crochet pour empêcher, évidemment, la glissade d'être balayée. Mais écoute, Alain, si tu veux te positionner comme équipe parmi les meilleurs, ben, c'est un beau défi. Oui. Alors là, on va l'affronter, les meneurs de division. Puis là, faut se positionner comme meneur de division, mais il faut les gagner, ces séries-là. Alors, là, on a échappé la première.
J'aime quand même ce que je vois des Red Sox. Écoute, je vous dis pas qu'on a tout réglé lorsqu'on a échangé Raphaël Devers, mais on semble vraiment jouer mieux en équipe, plus d'enthousiasme, plus d'énergie. Je sais pas si... mais bon, tu sais, je veux pas blâmer, évidemment, Devers pour tous les problèmes des Red Sox, mais ça reste qu'on... Je sais pas, on sent une équipe un petit peu plus unie. Abraham Taureau qui continue d'exceller. Il a fait un jeu spectaculaire encore une fois au cours du week-end au premier coussin. Donc, c'est bon pour le baseball, je le répète souvent, mais de voir une équipe comme les Red Sox, être parmi les bonnes équipes du baseball. Puis là, les 2 prochaines séries, est-ce qu'on va rebondir de celle face aux Cubs? Les 2 prochaines séries, on aura une réponse un peu de voir quel genre de caractère on a dans cette équipe-là. Si on joue pour 500 au terme de ces 10 journées-là, Marc, on va être en bonne position. Absolument. Puis je te dirais mission accomplie si on le fait, là. Oui. Marc, national, on va s'arrêter sur les Brewers de Milwaukee. Ils viennent de balayer les Dodgers de Los Angeles. Leur personnel de partant va très, très bien. Mené par Freddy Peralta, parle toujours de l'importance d'avoir ce partant-là qui va t'aider à sortir. On a eu l'exemple avec Garrett Crochet dimanche, de même que Tarik Skubal. Skubal n'a pas gagné le match, mais il a gardé quand même son équipe dans la rencontre avec une attaque qui, on le sait, a beaucoup de difficultés, celle des Tigers. Mais du côté des Brewers de Milwaukee, ça va bien. On a réussi à récupérer Andrew Vaughn avec l'absence de Rhys Hoskins. Là, évidemment, on aura un beau problème lorsque Hoskins va revenir. Moi, honnêtement, je suis pas surpris de Andrew Vaughn. Je le voyais gros déjà il y a quelques années. Ça s'est pas matérialisé avec les White Sox de Chicago. Ben, ça fait, écoute, il n'y a pas 30 ans, ce gars-là. Moi, j'ai toujours aimé le potentiel de ce gars-là, qui semble être dans son élément avec les Brewers. Un changement d'air semble lui avoir fait du bien, autrement dit. Ben, c'est souvent le cas, Alain, surtout qu'il est arrivé peut-être un petit peu plus tôt que prévu avec les White Sox. Et on a peut-être précipité son arrivée dans le baseball majeur. Il a connu quand même du succès rapidement. Puis après ça, les retraits sur les prix se sont accumulés. Changement d'air fait toujours du bien. C'est pour ça qu'il y a encore des transactions des fois. Puis tu te dis, voyons, lui, il me semble que... Mais non, on te donne une nouvelle approche, puis peut-être ça va fonctionner. Et il arrive dans un contexte où l'équipe surprend, l'équipe gagne 10 victoires de suite du côté des Brewers de Milwaukee. Écoute, chapeau à Pat Murphy, chapeau pour l'organisation d'aller chercher des gars comme Vaughn, justement, alors qu'on n'attend pas, on n'essaie pas de trouver un gars miracle au niveau 2A pour venir supporter ou en fait en l'absence d'un frappeur important. Donc, je trouve ça le fun de voir cette organisation-là jouer de la sorte. Hey, on a passé bien près l'année dernière. Rappelle-toi le circuit de Pete Alonso. Si les Brewers gagnent, là, c'est un autre chemin là, pour les Brewers. C'est comme si on s'est dit un instant. Tu sais, Brandon Woodruff qui arrive en plus, très convaincant, je te dirais, moi, ses premières sorties. Donc, il y a plein de bonnes choses qui arrivent à Milwaukee. Écoute, pour être à égalité en ce début de semaine avec les Cubs de Chicago qui n'ont pas ralenti, là, c'est juste que les Brewers sont extraordinaires. Ben là, je trouve que c'est vraiment le fun, alors que les autres équipes dans cette division-là, entre autres les Cards, parce que les Reds vont quand même un petit peu bien, mais les Cards là, ont perdu un peu de lustre alors qu'on s'attendait pas à une grande saison et ils les avaient surpris depuis le début, mais là, c'est un petit peu plus difficile. Oui, mais tout ça avec un Jackson Chourio qui a connu une première moitié de saison à la hauteur de ce à quoi on s'attendait. C'était pas mauvais, mais tu sais, un PP encore en bas de 800. Donc, chapeau. Et c'est le personnel de lanceurs partants, Marc, qui est excellent. On se retrouve pratiquement avec 6 lanceurs partants présentement avec les Brewers de Milwaukee. Chapeau, on a fait quelques acquisitions intéressantes. Quinn Priester, Marc, c'est un gars qu'on voyait gros à un moment donné. Il a changé d'équipe et semble avoir lui aussi trouvé sa place. Tout ça sans Tobias Myers. Hein, je veux juste mentionner qu'il avait été très, très bon l'année passée avec les Brewers. Et juste souligner, Marc, que la course au bras s'est poursuivie. David Robertson avec les Phillies de Philadelphie. Lui, donc, il connaît le tabac, connaît Philadelphie, s'est rendu en série mondiale avec cette équipe-là, connaît les gros marchés. Lui, c'est sûr qu'il voulait pas s'en aller avec les Pirates de Pittsburgh.
Non, ben écoute, tu serais allé si ça avait été la seule équipe, là, mais il est en demande, alors le voilà de nouveau actif. Ouais. C'est le temps de la carte de la semaine maintenant. C'est une présentation de cartes-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 60 000 articles disponibles sur eBay. Une cote parfaite de satisfaction à 100%. On remonte en 1985. Ernie Whitt, receveur des Blue Jays de Toronto. C'est la carte numéro 128 de la série O-Pee-Chee. Une petite note pour ceux et celles qui nous écoutent via la version audio. La carte va apparaître sur notre page Facebook dès mardi à midi. Donc, intronisé au Temple de la renommée du baseball canadien en 2009, il a eu une longue carrière, principalement avec les Blue Jays de Toronto. C'est un produit de l'organisation des Red Sox de Boston. On l'avait repêché, lui, lors du repêchage de l'expansion. On avait beaucoup de receveurs au début avec les Blue Jays de Toronto. Et principalement Alan Ashby et Rick Cerrone. On avait les deux en même temps et les deux, on les a échangés dans les 3 années qui ont suivi pour laisser la place à Ernie Whitt. Et éventuellement, pendant plusieurs années, il a fait la paire avec Buck Martinez. Les Martinez frappaient de la droite, Ernie Whitt frappait de la gauche. Et Ernie Whitt avait un style, Marc, qui faisait en sorte que s'il avait joué à l'époque où on permettait des défenses adaptées, il n'y a personne qui aurait joué à gauche, je pense. Le genou par terre lorsqu'il s'élançait, lui, il l'avait à l'époque avec les Blue Jays de Toronto. 1985, l'année de sa carte, écoute, c'est la première année où les Blue Jays de Toronto se sont classés pour les séries. Ce fut le début d'une très très belle séquence pour les Blue Jays qui a culminé avec 2 conquêtes de la série mondiale. Sur le logo, sur la carte en question, la carte numéro 128, c'est la série O-Pee-Chee. Et la carte est bilingue, donc on retrouve beaucoup de cartes de joueurs des Blue Jays et aussi des Expos de Montréal. Donc voilà, dans ce qui concerne Ernie Whitt, et il a aussi continué à contribuer au baseball canadien, Marc. Ça, faut quand même le mentionner, là. Je sais pas si tu as eu l'occasion de travailler avec lui. Il jouait encore quand tu étais amateur, par contre. Donc, tu l'as peut-être pas côtoyé comme tel. Quoique, comme instructeur, je sais pas si tu as eu l'occasion si vos chemins sont rencontrés, mais il a été gérant des équipes canadiennes au niveau international. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'implication, c'est qu'il avait été nommé gérant de l'équipe canadienne depuis fort longtemps, d'ailleurs, et c'est lui qui guide toujours cette équipe-là. L'équipe senior, là, faut-il le dire, l'équipe senior, participe là, lorsqu'il y a des compétitions internationales, lorsque les qualifications, par exemple, pour les Jeux olympiques ou des choses comme ça, ou la WBC, là, la World Baseball Classic. Alors, Ernie Whitt est toujours impliqué là, avec le Baseball Canada. Même s'il n'est pas un Canadien d'origine, le fait qu'il a joué pour les Blue Jays, ça l'a rapproché, évidemment, du Baseball Canada. Voilà, donc Ernie Whitt, notre carte de la semaine. Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. C'est le temps d'encourager les jeunes à la lecture avec les histoires de notre ami Bob Macduff. Je vous invite à aller sur le site de Bob Macduff et avec ses œuvres, avec, comme thème principal de baseball, www.baseballbob.ca. Et je vous rappelle qu'au cours des dernières semaines, Bob Macduff a lancé le 4e livre de cette série avec comme titre Baseball Bob et le chant des tournesols. C'est un excellent moyen de s'initier à la lecture et également faire aller un peu votre imagination. Notre profil de la semaine, Jacob Mezrowski. Marc, il faut dire qu'il a fait écarquiller les jeux depuis son arrivée avec les Brewers de Milwaukee. Et c'est toute une histoire, la sienne. Lui, il est originaire d'un petit patelin à l'est de Kansas City, dans le Missouri, qui s'appelle Grain Valley. Grain Valley, la vallée du grain, si vous voulez. Il était admissible au repêchage de 2020. Ça te dit quelque chose, Marc, 2020? 5 tours. 5 tours, et il n'y a personne qui l'a pris, et il n'y a personne qui l'a embauché comme joueur autonome. En 2021, il n'a pas joué, bien sûr, à un genou. Là, ça se retrouve dans les Junior College à Crowder College. C'est dans le sud du Missouri, t'es proche du Kansas. Et là, il a dominé. 2e étoile All-American dans les Junior College et s'en allait à LSU. Ce qui est arrivé, Marc, il a fait écarquiller les yeux lors d'une séance où on regroupait des prospects, ce qu'on appelle en anglais des combines. Il n'y a personne qui a lancé de meilleure balle rapide que lui lors de cette combine.
il s'en allait à LSU. Est-ce que ça a fait peur à certaines équipes? Peut-être. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a été repêché au 2e tour. Avec un physique comme celui-là et une rapide aussi explosive, tu peux dire qu'il y a quelqu'un qui aurait pu, au premier tour, dire « ben moi, je prends une chance avec lui ». Ben, les Brewers ont été des chanceux. Ils sont organisés pour le garder, Marc, parce que l'argent qu'on lui a consacré, c'est le double de ce qui est prévu pour un joueur qui est repêché à son rang. Donc, c'est à peu près 1 million et quelques. Il en a reçu le double des Brewers de Milwaukee pour s'assurer qu'il signe et qu'il s'en aille pas à Louisiana State University. Comme quoi, Marc, les parcours, parfois, je dis souvent, chaque... dans le sport professionnel ou le sport d'élite, je pourrais ajouter, ce sont pas des vies comme les autres, et chacun a son histoire. Mezrowski ne fait pas exception. Exact. Et ce qui est bon à noter, Alain, c'est que les joueurs qui s'en vont dans les junior college, ou que ce soit la NCAA, Division 2 ou 3, ou même la NAIA, il y a quelqu'un qui va te regarder. Crowder College avait quand même une assez bonne réputation parmi les junior college de récupérer des joueurs qui sont... bon. Alors, tout ça pour dire que si tu domines dans ton coin de pays, dans ta conférence, même si t'es pas nécessairement en Arizona ou en Floride ou au Texas, il y a de l'espoir. Il y a quelqu'un qui va faire en sorte que c'est une autre belle histoire. Tu as raison de dire que c'est un physique imposant. Puis les joueurs vont se regarder, les députés vont dire « Ouais, mais attends, on l'a échappé celui-là. » Puis pour toutes sortes de raisons. Alors, tu l'as dit, chacun a son histoire. C'est important de garder cet espoir-là lorsqu'on est un jeune joueur. Et lui, ben, cru en lui, de toute évidence, avec le bras qu'il avait, il savait qu'il était capable de faire des choses un peu spéciales. Et là, ben, je veux dire, son arrivée a quand même été spectaculaire. Les retraits sur des prises. Tu sais, lorsque tu arrives, t'es jeune, tu arrives au niveau majeur, il y a ce test-là, puis on s'appelle passing ou un autre. Là, il faut traverser la barrière, de dire, bon, est-ce que je suis capable de le faire avec les meilleurs? Puis là, ben, c'est une autre belle surprise des Brewers. Et je vais te dire une chose... Milwaukee va être à surveiller là, parce que un gars comme lui est en train là, vraiment de dominer là, son sport. Oui, puis juste pour renchérir sur le parcours de Mezrowski, c'est le premier gradué de Grand Valley High School à faire le baseball majeur. Et en ce qui concerne Crowder College, Marc, les plus connus qui ont réussi à se rendre dans le baseball majeur, Joe Baver, qui est un releveur des années 80-90, t'as peut-être connu, Marc, à ton époque, mais il était déjà dans le baseball majeur, Joe Baver, avec Atlanta notamment. Et les deux autres, ben, c'est le père et le fils, Aaron Ashby, qu'on a vu avec Milwaukee notamment, justement, et son père, Andy Ashby, un grand mince, lui aussi, qui s'est retrouvé donc à Crowder College. Tout ça pour dire que oui, on va vous voir, Marc, tu dis toujours, si vous avez du talent, il y a quelqu'un à un moment donné qui va vous voir, ben, chapeau aux Brewers de Milwaukee. Peut-être les Royals de Kansas City, ils étaient dans leur cours, eux l'ont peut-être échappé parce qu'ils étaient vraiment pas loin de Kansas City. Marc, on va parler de deux sujets sur lesquels, bon, il y a eu des textes, là. Et là, la balle courbe, la fameuse balle courbe, on le dit, c'est pas un lancer qui est facile, c'est un arbitre, oui. C'est un lancer qui donne beaucoup d'ennuis, oui, aux frappeurs, mais aux arbitres. Puis, je reviens sur cette anecdote-là, Marc. Joe Ryan, qui était pas Joe Ryan, Terry Ryan, voilà. Terry Ryan, pas l'ancien choix du Canadien, mais l'ancien directeur général des Twins du Minnesota. Terry Ryan, j'ai eu l'occasion d'avoir une conversation, c'était presque intime, Marc. Et pourquoi je dis ça, c'est lors d'un congrès de la Sabre, et il y avait une rencontre du comité des recruteurs. Donc, il y avait une poignée de personnes, et qui rentrent à un moment donné, ben, c'est Terry Ryan. Fait que tu comprends qu'on pouvait poser des questions directement à celui qui était le directeur général. Il avait été recruteur, lui, était intéressé d'écouter ce qu'il avait à se dire, et il était même pas sur un podium, on était assis, on était une dizaine de personnes. Il parlait des balles courbes. Puis lui, il dit, on n'en repêche pas de lanceurs de balles courbes parce que les arbitres les manquent. Moi, je pense que c'est un des aspects qui fait en sorte qu'il y en a moins, c'est que les organisations les regardent de moins. Ça, c'est un aspect qui n'a pas été abordé lorsqu'on a parlé de la baisse d'utilisation de la balle courbe. Écoute, c'est tout un sujet, Alain, parce que on vit des modes aussi, hein. Je comprends ce que tu dis là, absolument, là, en relation avec les arbitres qui appellent pas. Puis on l'a vécu avec des gars comme Verlander, malgré que Kershaw a réussi à faire une carrière avec une balle courbe comme la sienne. Mais
on vit dans un monde où là, ben, la fameuse cutter, la fameuse rapide coupée, puis là, ceux qui sont capables de maîtriser la balle front, puis ceux qui sont capables de... C'est comme si c'était un vieux lancer, puis que là, les joueurs modernes, on essaie d'autres choses. Tu sais, on a la sweeper, qui est un autre dérivé de la glissante, puis on en voit moins des gars qui utilisent vraiment la 12-6, la midi-6, la courbe là, qui part du haut puis qui tombe. Là. On veut faire bouger la balle différemment. Ça aussi, ça a un impact, Alain. Moi, ce que j'aime moins dans tout ça, Alain, c'est que moi, je pense que c'est le tir qui est le moins dommageable pour le coude. Si on parle de balle à effet, là, bon, évidemment, le changement de vitesse, c'est celui qui, c'est la même action de bras qu'une balle rapide. Mais tu sais, les glissantes, à un moment donné, rappelle-toi, il y a eu le débat sur la glissante qui causait la plupart des blessures et des opérations de type Tommy John. C'était la fameuse glissante, la glissante qui est lourde, là, le gars qui lance 95, mais qu'une glissante à 92, là, on avait l'impression que c'est lui qui se blessait, alors que la courbe, évidemment, il y a toujours l'exagération, là, mais lorsque, tu sais, je pense à McCullers, entre autres choses, qui lance à peu près 80% de balles courbes. Mais bon, ceci étant dit, là, c'est toujours le fameux débat, c'est quel tir qui est le plus dangereux, mais ça reste que ce sont des modes. Puis si la zone de prise électronique sera implantée et qu'on va avoir une zone de prise 3 dimensions et que la courbe va passer dans tout ça, ben ça peut revenir. Tu sais, si on voit que ces lanceurs-là ont du succès puis le tir est appelé correctement, ben c'est sûr que les gars vont décider de la développer de nouveau alors qu'on essaie de développer d'autres types de lancers. Alors, c'est un peu pour toutes ces raisons là qu'on voit de moins en moins des gars qui lancent cette fameuse balle courbe de la sorte ou ils l'utilisent beaucoup moins. Ils l'ont dans leur poche arrière, puis de temps en temps, on va l'utiliser, mais c'est un tir qui est quand même pas toujours facile à maîtriser. Et c'est un tir, Alain, que tu veux pas l'échapper. Tu veux pas échapper une courbe à la hauteur de la ceinture parce que c'est un peu comme le changement de vitesse. C'est sûr que tu vas te faire cogner à ce moment-là. Mais c'est un beau débat, effectivement, mais on est dans l'ère où j'ai l'impression que ça pourrait revenir avec la zone de prise électrique. C'est ce que je pense aussi, Marc, parce que les lanceurs à qui moi j'ai parlé qui avaient des bonnes balles courbes, particulièrement dans le baseball mineur, disait que, écoute, les arbitres sont pas capables d'appeler correctement ces lancers-là. Je veux juste te poser une question, Marc, en tant que frappeur. T'en as vu des lanceurs de balles courbes, évidemment. Certains qui en avaient des meilleurs que d'autres. T'as vu celle assez proche de Dennis Martinez. Du point de vue du frappeur, ce tir-là, est-ce qu'il y a une complexité supplémentaire comparativement à la glissante ou autre tir? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du défi de frapper cette balle courbe-là? Par exemple, moi, j'étais frappeur gaucher. Fait que c'est sûr que la glissante qui vient tomber bas à l'intérieur, t'es peut-être capable de réagir dessous, de rester en vie, par exemple, tu sais, sur un tir bas à l'intérieur. La balle courbe, je te dirais qu'avant 2 prises, souvent, c'est pas un tir que tu vas rechercher comme frappeur. Et alors, c'est pour ça que je regarde un gars comme Pivetta lancé cette année, va souvent les prendre les devants sur le frappeur avec une courbe. Parce que tu n'en attends pas. Puis là, bang, t'es 0-1. Parce que c'est pas un tir que tu recherches. Alors ça, c'est un peu fatigant. Quelqu'un qui en maîtrise une bonne, c'est un peu fatigant parce que il est capable de jouer avec. Un peu basse, un peu au coin extérieur, un peu mais souvent, on va trouver une solution pour voir cette balle-là sortir de la main du lanceur. Parce que, regardez, là, je vais mettre une balle courbe, là, ça part d'ici. Pas une balle courbe, une balle rapide, ça part d'ici, une 2 coutures, par exemple, ou une 4 coutures, peu importe. Le changement de vitesse, ça va partir un peu d'ici. Mais la balle, même la glissante va être un petit peu comme ça va être difficile. Mais la balle courbe, ça part de ça, comme ça. Fait que, voyez-vous, il y a une différence. Fait que, et puis les très, très bons lanceurs, on la voit pas, la différence. Mais là, je te dirais que probablement que la majorité, on est capable de détecter où la courbe, elle s'en vient. Alors, c'est un tir que à 2 prises, selon moi, c'est un petit peu plus facile d'essayer de faire contact avec la balle. Je ne parle pas de frapper un coup sûr, là, de rester en vie.
si on est capable de bien la voir. Encore une fois, là, si c'est une courbe à la Kershaw, là, c'est un autre monde, là. Ouais. Tandis que si tu utilises une glissante qui, par exemple, au coin extérieur, qui revient dans la zone des prises, ben ça, c'est un petit peu plus compliqué. La balle fronde, c'est un petit peu plus compliqué pour le frappeur parce que là, tu as l'impression que c'est une balle rapide qui s'en vient, puis là, la balle qui tombe au dernier instant. Donc, moi, je pense que c'est quand même un tir, lorsqu'il est très, très, très bien maîtrisé, hyper efficace, surtout pour aller chercher des prises que tu as besoin. Est-ce que c'est le tir idéal pour achever un frappeur? Ça, je suis moins certain. Mais, je veux dire, tout dépend du frappeur. Chaque frappeur a ses faiblesses, a ses défauts. Puis, ben, dans ce cas-ci, c'est pour ça qu'on en abuse sur certains frappeurs. Les gars de Pedro Serrano, là, je veux dire, que ce soit une courbe ou une glissante, tu peux justement. Non, mais tu ris, mais parfois, c'est le type de frappeur où tu dis, ben, je vais l'essayer une, puis si ça fonctionne bien, ben, soudainement, je peux l'utiliser davantage. Ou si elle fonctionne pas bien, je sais exactement pourquoi je l'ai pas bien lancé, parce que je suis pas allé la porter un petit peu assez loin. Bon. Fait que le gars corrige la situation. Fait que ça reste une arme importante, selon moi, pour un lanceur de l'avoir. Ta balle courbe est disponible, elle est là, puis je peux aller chercher des prises quand c'est le temps d'aller chercher une prise. Oui. Je termine bien, Marc. Un des lanceurs qui l'utilisait à merveille pour compléter son répertoire, c'était pas un lanceur de grosses balles rapides, c'est Marco Estrada, avec son changement de vitesse et sa rapide à 90. Pas compliqué, là, il s'en servait, puis justement, je me souviens pas d'avoir vu beaucoup de frappeurs même s'élancer sur sa balle courbe. Mais effectivement, ça lui permettait de jouer par la suite avec ses deux autres lancers. Alain, rappelle-moi le lanceur gaucher des Aces d'Oakland, là. Barry Zito. Bon. Alors, Barry Zito, là, il lançait pas non plus des balles à 95 000 à l'heure. Lui aussi. Et lui, là, faisait exprès pour lancer une balle, je dirais pas par-dessus le receveur, là, mais qui était vraiment une rapide haute, là. Il savait, là, que c'était même pas proche de la zone des prises. Et le prochain tir, c'était la courbe partait à la même hauteur. Et venait tomber juste dans le haut de la zone. Écoute, il y a eu des... J'ai pas le chiffre devant moi, là, mais je suis pas mal convaincu que la moitié de tes retraits sur des prises, sur ta balle courbe, c'était avec une rapide haute suivie de cette courbe où le frappeur abandonnait tout de suite. Alors, c'est un art de lancer ce tir-là. Effectivement, puis Marc, je me rappelle, Série mondiale 2018, Drew Pomeranz était avec les Red Sox, n'avait pas lancé. On l'avait vu, tu m'avais même dit, écoute, on pouvait entendre la balle casser pratiquement de la balle courbe, tellement elle avait de la rotation. Donc, il y a quelque chose de magique dans ce tir-là. Ce serait dommage qu'on le perde. Marc, on va terminer en parlant des Olympiques. Semble-t-il qu'on serait intéressé. Ben, si on suit la logique du commissaire du baseball qui tient à internationaliser le baseball, regarde, les Olympiques devraient faire partie de son plan. On s'en va aux États-Unis en 2028. Il y aura du baseball. Qui va y participer? Marc, je pense que ce serait extraordinaire pour le baseball. Ça, c'est une opinion très personnelle d'avoir les meilleurs. On n'aura jamais une fenêtre comme celle-là pour démontrer la beauté de ce sport et jusqu'à quel point ces athlètes-là peuvent nous offrir un très grand spectacle. Ah, écoute, Alain, moi, je suis 100% d'accord. J'aimerais que le baseball majeur laisse aller les joueurs. Regarde la popularité de la classique mondiale, à quel point les joueurs sont fiers d'aller jouer pour leur pays, puis une compétition au mois de mars, alors que les directeurs gérants sont nerveux, là, mais tout le monde veut y participer, là. C'est rare qu'il y ait un joueur qui veut pas y participer. Puis tu as même eu Mike Trout à la dernière classique mondiale, puis là, c'est Judge qui veut y aller. Puis là, tout le monde veut participer à ça, puis tout le monde veut faire partie de l'équipe, évidemment, américaine pour les Américains. Puis le Canada est en train, avec les joueurs qu'on développe, d'être compétitif. Moi, je trouverais ça extraordinaire. Vraiment, là, les Olympiques, on va se le dire, c'est quand même la plateforme, c'est l'endroit où tu veux faire la vente de ton sport. Puis je sais que c'est compliqué pour certains sites. C'est pour ça que le baseball a été, à un moment donné, tassé, parce que ça te prend un méchant gros stade là, pour ça. Mais qu'une fois pour toutes, que le baseball revienne à tous les 4 ans, là. C'est un peu pour ça, d'ailleurs, que le comité olympique a dit, on n'est pas obligé d'avoir du baseball si vous en voulez pas, parce qu'on n'avait pas les meilleurs, alors qu'aujourd'hui, je veux dire, moi, quand j'y ai participé, c'était pas, il y avait pas de joueurs professionnels. Alors qu'au tennis, je me souviens, on était assis à côté de Gabriela Sabatini puis Steffi Graf. Donc, de toute évidence, au tennis, c'était les meilleurs. Alors,
tu veux que ça soit les meilleurs et je pense que le baseball, il gagnerait. Le baseball, il gagnerait, puis surtout que le commissaire parle d'aller internationaliser tout ça davantage, ben, tu vas voir les pays d'Asie vont t'encourager, puis il y a d'autres pays qui se développent davantage. Alors, c'est sûr que ça serait vraiment, selon moi, quelque chose d'extraordinaire. Puis, il y a moyen de le faire, Alain. Si on est créatif, là, je comprends que c'est pas évident durant une saison il y a pas de match pendant une dizaine de jours, mais je suis sûr que le comité olympique serait prêt là à dire, ben regarde, le tournoi va durer. De toute façon, c'est déjà comme ça. Les Olympiques, ça dure 2 semaines, mais il y a des tournois, des compétitions qui peuvent durer seulement 5, 6, 7 jours. Alors, tu peux condenser ça dans une espèce de tournoi et pas faire en sorte que la saison du baseball majeur soit écourtée de 2 semaines. Là, oui, et écoute, ça va prendre une ouverture d'esprit des propriétaires. Ça, je pense que c'est le plus gros défi, Marc. Il y en a qui pensent à leur propre équipe sans égard à autre chose. Là. Les Astros de Houston, c'en est un exemple avant le scandale et ça, c'était très connu. Des Steinbrenner, Marc, avec le père, avec les fils, je te dirais, on est plus des joueurs d'équipe, mais le père Steinbrenner jamais aurait envoyé ses joueurs aux Jeux olympiques, même si c'est quelqu'un qui est très patriote, là. Je pense que ça va être le plus gros défi, Marc. Il y a 30 propriétaires qui ont l'habitude de pas se faire dire quoi faire et qui payent de gros prix pour leurs joueurs. Je pense que ça va être le plus gros défi du commissaire du baseball, moi, de convaincre les propriétaires d'équipe. Je pense que les joueurs veulent y aller, mais c'est ça. Bonne chance à Manfred. Puis, en ce qui concerne l'attrait des Jeux olympiques, Marc, tu as joué aux Olympiques, tu en as décrit aussi. Moi, j'ai eu l'occasion de décrire les derniers Jeux. Puis, Marc, il y a une dynamique qui est pas pareille. C'est pas compliqué, là. Les 2 matchs de médailles ont été des matchs très spectaculaires. La Corée du Sud contre la République dominicaine, fallait voir les Dominicains pleurer sur le terrain après le match, après cette victoire contre la Corée du Sud dans un match où il s'est passé pas mal d'affaires. Ouais. Puis, la finale olympique, Marc, c'était l'événement le plus regardé de l'ensemble des Jeux olympiques à Tokyo. C'est pas des blagues, là. Oh non, écoute, je pense que c'est assez évident que en termes de popularité, ça va fonctionner. Là. Je veux dire, le basketball avait compris, rappelle-toi, avec le Dream Team. Puis alors, je sais qu'il y a une complexité davantage avec le baseball, mais tu as raison de mentionner que ce sont les propriétaires qui vont trancher tout ça. Il y a des gros contrats là-dedans, il y a des ci, il y a des ça. Comment on peut contourner, comment on peut éviter les blessures, il y a rien de sûr, mais c'est là que ça va jouer. Assurément, c'est là que ça va jouer, mais le spectacle serait, selon moi, incroyable. Bien d'accord. Donc, on se croise les doigts, mon cher Marc, pour que ça arrive 2028. Il y a encore quelques années avant l'arrivée, mais on sait que ça va vite. C'est l'horaire de la semaine qu'on vous présente à RDS. C'est une présentation de Lester. C'est le maître du Smoke Meat et des hot dogs depuis 1931, que ce soit pour un match, une rencontre avec des amis, un barbecue à l'extérieur, festin en famille. Lester est toujours au rendez-vous, disponible chez votre épicier préféré. 3 matchs, les 3 à 19h, les 3 à RDS. Donc, ce lundi, les Giants de San Francisco vont tenter de se remettre sur le chemin de la victoire face aux Braves d'Atlanta. Les Braves, c'est difficile. Une saison presque à oublier, mais on peut compter sur un des meilleurs joueurs du baseball majeur avec Ronald Acuna. Mercredi, un gros duel Boston-Philadelphie et dimanche, les Mets de New York contre les Giants à San Francisco. Des Mets qui ont glissé derrière les Phillies de Philadelphie. Donc, ils ont quelques défis également malgré le retour de certains lanceurs partants. Donc, nos 3 rendez-vous de la semaine, je vous le rappelle, 19h à RDS dans les 3 cas. J'espère que ce balado vous a plu. Évidemment, on est à la période de transaction, donc il y a pas mal de choses qui vont se passer au cours de la prochaine semaine et on sera là évidemment pour analyser de tout lors de notre prochain balado. D'ici là, on vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion, et par les capitales de Québec. C'est plus qu'accessible, c'est plus que du baseball.